No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas, lejos de tu sueño. Bonjour Suzanne, merci beaucoup de nous accueillir pour ce nouvel épisode de Flamme, les interviews dédiées aux femmes inspirantes. On est dans un lieu un peu particulier aujourd'hui avec Rosie, qu'on voit passer, j'imagine, à l'image. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'on fait ici et pourquoi finalement on est venu dans ce lieu magnifique dédié à la passion du cheval ? Alors, tout d'abord, merci Charlotte de m'avoir proposé cette initiative. Donc ici, on est au Haras des Côtes. Le Haras des Côtes, c'est effectivement, comme tu le dis, à la base, un centre équestre, un lieu d'élevage également, dans lequel j'exerce mon métier, qui est celui d'équi coach. Équi, équin, coach, le coaching, qui est donc ni plus ni moins que l'accompagnement en fait, au développement des personnes dans un objectif professionnel. D'accord. Et qui est la spécificité d'être assisté par des chevaux. En fait, l'intérêt de travailler avec un cheval, c'est que c'est un expert en qualité justement relationnelle. Pourquoi ? Parce que c'est une proie. Et donc, son sujet à lui, c'est comment il ne se fait pas du coup bouffer par le prédateur du coin, qui peut être un puma, un loup ou autre. Et donc, en ce sens, l'espèce cheval a développé du coup des compétences extrêmement fines pour pouvoir justement être en capacité de scanner l'environnement, l'état, les intentions des personnes au sens large, des individus qui les entourent. Analyser l'autre, quoi. Analyser l'autre, exactement. Et donc c'est juste génial en fait de travailler avec lui parce qu'il va scanner exactement l'état émotionnel dans lequel on est. Et l'autre vertu, c'est qu'en direct live, tu vas avoir l'incidence sur lui qui va se retraduire. Donc globalement, aujourd'hui, ce qu'on va vivre, c'est qu'on va accompagner une personne qui est manager et qui va du coup chercher à développer justement ses compétences relationnelles et managériales. Et au-delà du plaisir en fait, que j'avais à côtoyer ces animaux, en fait, ils m'ont appris 1 milliard de compétences qui, au final, ont été des compétences qui m'ont servi dans ma vie professionnelle. À leur contact, moi, j'ai appris des choses comme le dépassement de soi. J'ai appris la capacité aussi à savoir se remettre en question, parce qu'à un moment, avec un cheval, du coup, tu es obligé de te remettre en question. J'ai appris l'adaptabilité, parce que ce qui fonctionne avec l'un peut ne pas du tout fonctionner avec l'autre. Et en gros, si tu es braqué et campé sur tes opinions, tu n'y arriveras jamais. J'ai appris aussi des choses comme la confiance, finalement, parce que avec un cheval, si tu veux réussir à développer une relation harmonieuse avec une bestiole, comme je le disais tout à l'heure, qui peut faire entre 200 et 800 kilos, tu ne vas pas y aller par la force. Ce n'est pas la force qui vaincra. Mais ça va être la qualité de la relation que tu vas savoir développer avec un cheval. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu accompagnes des managers à réfléchir à leur évolution en termes de posture managériale notamment. Tu es beaucoup demandé par beaucoup d'entreprises et tu as été notamment certifié Calliope, je pense récemment, si je ne me trompe pas. Malgré tout, finalement, ton parcours ne te dirigeait pas du tout finalement vers cette typologie de métier. Je crois que tu as une grande carrière dans les agences de communication comme TBWA, Anysign, etc. D'où te vient finalement cette flamme et comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui ? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire d'une vie, finalement. C'est une succession d'événements. Moi, je suis cavalière depuis mes 5 ans. Donc, j'ai toujours côtoyé les chevaux en pratiquant plein de disciplines différentes. Et puis, tu sais, après, c'est les années qui passent. C'est du coup peut-être la sagesse aussi qui vient avec et qui m'ont amené à prendre du recul, justement, sur ce que les chevaux m'avaient apporté à moi personnellement. Et en fait, en réfléchissant là-dessus, je me suis rendu compte que ces animaux-là m'avait, je dis toujours, bonifié. C'est-à-dire que je pense vraiment aujourd'hui être une meilleure, entre guillemets, personne que si je ne les avais pas côtoyés. Pour la simple et bonne raison que quand tu cherches à développer une relation harmonieuse avec un cheval, c'est des bestioles qui peuvent faire entre 200 et 800 kilos. Et donc, autant te dire que globalement, c'est pas par la force que tu vas convaincre. Clairement pas. C'est pas non plus par démonstration intellectuelle, mais c'est bien par ta capacité à développer une relation qui lui donne les signaux favorables au fait de te faire confiance. Un cheval, c'est sa priorité des priorités, c'est de pouvoir être en sécurité. C'est une proie. Et donc lui, son sujet, c'est comment je ne me fais pas bouffer globalement par un prédateur. Et donc, quand il te fait confiance, c'est l'équivalent pour nous ça veut dire confier sa vie. Tu vois ? D'accord.
Donc tout ça pour dire qu'au final, du coup, en réfléchissant, je me suis rendu compte de toutes les compétences, justement comportementales, qui sont du coup ces soft skills, tant recherchées en entreprise, que l'équitation, en tout cas la relation avec les chevaux m'avait apporté. Et puis j'ai mis ça aussi en regard avec du coup ma spécialité, mon expertise de communicante qui portait sur, et qui continue à porter encore aujourd'hui, sur les sujets de marque employeur, sur les sujets d'accompagnement de changement. De recrutement. De rétention des collaborateurs. Exactement. Moi, mon job sur les 5 dernières années, ça a été d'accompagner des boîtes de taille, de secteurs très différents, et avec vraiment des sujets autour de comment faire en sorte que les talents aient envie de venir chez eux plutôt qu'ailleurs, et comment, une fois qu'on les a signés à la maison, comment on crée les conditions pour qu'ils aient envie d'y rester. Voilà. Et en fait, moi j'ai toujours été, et notamment quand j'étais DG chez InSign, comme tu le citais, j'ai toujours cru fermement que justement l'épanouissement des collaborateurs, c'était aussi important que la performance de l'organisation. Et que si on ne jugeait pas, ou en tout cas si on n'abordait pas ces sujets-là sur un même pied d'égalité, ça dysfonctionnait. En tout cas, en termes de performance globale, je pense qu'on était en dessous de ce qu'on pouvait faire. D'accord. Et donc ça a toujours été vraiment un peu mon cheval de bataille, sans mauvais jeu de mots. Ouais. J'y ai toujours beaucoup cru, et en fait, en continuant à réfléchir au sujet, quand tu vois aujourd'hui le nombre d'actions, le fric, pour parler des choses concrètes, qui est investi par les boîtes pour justement fidéliser leurs talents, faire en sorte qu'ils restent peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus chez eux plutôt qu'ailleurs. En parallèle de ça, on a une situation globale qui est que le niveau, on va dire, de mal-être aussi dans les entreprises est super élevé. Donc il y a une espèce de truc complètement illogique. Les boîtes n'ont jamais autant investi de l'argent, du temps, et ça c'est vrai, on ne peut pas le renier. Pour que ce ne soit pas efficace. Et pour autant, et évidemment que l'État, on va dire global, on va dire l'état des âmes, n'est pas lié qu'au sujet de l'entreprise, mais forcément tout ça est quand même lié. Et donc je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises, justement, performent mieux, fonctionnent davantage ? Et c'est pas pour des questions de budget, c'est pas pour des questions forcément de structure, c'est pas pour des questions de, ça fait, je sais pas moi, 50 ans que j'existe, pas du tout. En fait, en observant et moi en étant au cœur chez mes clients, ce que je me suis... en tout cas, ce qui m'est pas apparu comme finalement assez évident, c'est que la clé de tout ça, c'est la qualité des interactions. Et donc, à un moment, je me suis dit, j'adore mon métier de communicante, je l'ai toujours adoré, je continue à le faire aujourd'hui, je suis ravie d'accompagner mes clients, tu vois, sur des sujets de marque employeur, change, etc. Pour autant, je n'étais pas assez nourrie, j'avais l'impression de ne pas aller au bout de l'exercice. C'est-à-dire que je voulais être encore plus au plus juste de là où les changements réellement s'opèrent. Et pour ça, toi, c'est le sensible en fait qui doit être travaillé avant tout. Exactement. En fait, c'est de pouvoir agir auprès des hommes et des femmes qui constituent des organisations, créer des conditions pour lesquelles, du coup, ces personnes-là puissent révéler ce que j'appelle moi, avec mon mot bien de marketing, la quintessence, ce qui est, du coup, dans ma perception, ce qu'il y a de meilleur et de plus raffiné en chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut opérer les changements dans les organisations, ça se joue à tout niveau. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche systémique de l'organisation. Tu vois, il faut pouvoir travailler sur l'individu, lui, seul, là où il en est, ce qu'il a vécu et quelle sera sa suite. Il faut pouvoir agir au niveau de l'équipe. C'est pour ça que dans mes formations ou mes séminaires d'équicoaching, j'accompagne aussi bien des gens en individuel que des équipes en entier, des comités de direction, des directions des ressources humaines, voilà, de tout type, il n'y a aucun élément discriminant. Et puis ensuite, tu peux agir sur l'entreprise dans sa globalité. Et c'est en ça où, en alliant justement et l'équicoaching et le consulting, que je peux en tout cas, du coup, contribuer à révéler voilà, la quintessence des organisations et de celles et ceux qui les composent. Quelles que soient les études diverses que vous pouvez lire sur ce sujet, au final, cet élément qui fait qu'à un moment, vous allez réussir à avoir de la surperformance, c'est effectivement cette notion de confiance. Okay ? Et dans la notion d'interaction, ce qui vient s'ajouter à ça, c'est la notion de réciprocité. En fait, ce terme, il est réapparu, du coup, sous la notion de managere, en italien, qui signifie, du coup, conduire son cheval au manège. Le manège est effectivement ce lieu dans lequel l'écuyer va ensuite travailler avec son cheval.
Une de nos questions chez Flamme, c'est aussi qu'est-ce que tu as pu noter qui te fait espérer. Peut-être que dans tes différentes sessions de coaching, il y a des choses que tu as vues dans des équipes ou chez des managers qui ont été révélées justement par tes formations et par son rapport finalement au cheval, qui te font espérer finalement une meilleure société ou en tout cas une meilleure gestion des collaborateurs ou des coopteurs, comme tu disais tout à l'heure, au sein de l'entreprise. Je dirais, alors moi je suis déjà de nature très optimiste, donc il y a plein de choses qui me font espérer. Pour autant, si on met ça au regard de mon action au quotidien, déjà ce que je vois, c'est que les gens qui viennent, qui travaillent avec moi, sont dans une volonté de progresser. De toute façon, c'est la condition sine qua non. Si à un moment tu n'as pas cette ouverture d'esprit à te dire, tout un chacun, quel que soit notre parcours, notre formation initiale, etc., on a tous à progresser. Moi la première, et au contact des chevaux, j'ai vu comment j'ai pu réussir à justement, moi, personnellement progresser. Je vois aussi l'impact immédiat sur les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que entre le moment où tu arrives le matin et quand les gens partent le soir ou le surlendemain quand on est sur 2 jours, il y a plein de choses qui se sont déjà révélées, qui se sont réveillées en eux. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement positif. Et puis moi, je revois toujours mes coachés quelques semaines après, pour revenir justement sur ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, comment on le transpose dans leur vie quotidienne. D'accord. Et pour le transformer justement en pour action, tu vois, quelque chose de très concret. Tangible. Voilà, de tangible. Ouais. Et là, c'est pareil. En fait, on voit au travers des retours des clients, des choses qu'ils ont finalement réussi à faire dans les 3 semaines qui se sont écoulées, qu'ils n'avaient jamais osé faire avant, dans les retours qu'ils peuvent avoir des personnes qui les côtoient, dans les retours que je peux avoir même des DRH qui m'envoient certaines de leurs équipiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors ? Est-ce que ça veut dire que le rapport à l'animal, c'est un vrai révélateur de ta vraie nature humaine et de ta vérité finalement d'interaction avec les autres, et que c'est ça finalement qui fait le succès d'une entreprise ou d'une équipe ? C'est de revenir à la vérité et une autre notion, je pense, qui est super importante pour toi aussi, au-delà de cette vérité, c'est l'idée d'écoute. Et donc d'écoute de soi et d'écoute de l'autre. J'imagine que c'est quelque chose que tu travailles aussi beaucoup par l'Equi-Coaching. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Écoute, il y a plusieurs choses dans ce que tu évoques. C'est que, effectivement, je pense que ce qui prévaut, j'utiliserai pas forcément le terme de vérité, j'utiliserai plutôt le terme d'authenticité. Ok. Parce que la vérité, finalement, elle peut varier d'une personne à l'autre. Pour autant, avoir la faculté d'être individuellement en authenticité, soi-même et avec les autres, ça veut dire ne pas tricher. Ça veut dire t'assumer comme tu es, avec tes défauts et tes qualités. Ça veut dire aussi vivre pleinement les émotions qui te traversent. On n'est que des êtres humains. Comme tout mammifère, on a en nous, on est avec des émotions qui peuvent être la peur, la tristesse, la colère, la joie. Bref, j'en passe. Et très souvent aujourd'hui, on nous a inculqué, je pense, dans notre culture, dans nos formations, à être dans l'hyper-contrôle de tout ça. Et moi, ce que je cherche à raconter, c'est qu'en fait, il faut réussir à mieux conscientiser ce que l'on vit, et ensuite, du coup, savoir vivre avec. Et en fait, quand tu es capable de faire déjà ces 2 choses-là, tu es beaucoup plus aligné, toi, sur ta tête, ton cœur, ton corps. Et donc forcément, du coup, la qualité de tes relations va, du coup, en être qu'améliorée. Et alors, aujourd'hui, on est face à une société, et notamment une nouvelle génération, qui se pose beaucoup de questions de sens, notamment de sens au travail. J'ai trouvé dans les différentes tribunes que tu as pu écrire une sorte d'interpellation que tu as fait au DRH sur le fait de prendre la parole. Ça m'interroge parce que effectivement tout ce que tu dis veut dire que la réussite d'une entreprise et d'un corps social n'est pas liée qu'à la fonction ressources humaines, mais qu'en même temps elle est aussi très liée à la responsabilité des ressources humaines et des DRH dans l'organisation. J'imagine que tu coaches aussi beaucoup de DRH, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est peut-être plutôt eux qui t'envoient des gens à coacher, mais ça m'intéresse de t'entendre là-dessus sur la place finalement des ressources humaines dans cette société qui remet complètement en question finalement le monde du travail. Peut-être que Rosie va intervenir aussi, on ne sait pas. Alors, plusieurs points. Déjà, depuis des années que je travaille sur ces sujets justement de recrutement, de fidélisation, qui sont souvent chapeautés derrière ce grand terme de marque employeur, on parle de génération. Moi, j'ai toujours dit qu'on est plutôt sur un sujet d'époque. C'est-à-dire que certes, on a les aides qui impulsent quelque chose,
Mais pour autant, ce qu'on ne veut plus aujourd'hui, quand on est collaborateur d'une entreprise, quel que soit notre âge, on ne le veut plus. Tu vois, il y a des choses qui ont une place de la fonction travail dans l'épanouissement de chacun qui a radicalement changé, et ça qu'on ait 50, 60 ou 20 piges, tu vois. C'est le sujet sur la table pour tout le monde. Pour moi, le sujet, il est global, c'est un sujet d'époque. Après, il est plus ou moins développé, il se traduit avec différentes actions, selon effectivement peut-être ta génération. Donc ça, effectivement, c'est un point important. Le deuxième point par rapport à ta question, c'est la place, le rôle des DRH. Effectivement, je vois à quoi tu fais référence. J'avais écrit une tribune qui s'appelait DRH, ouvrez-la. Oui. Un peu provocante. Ouais, bon, ça va, c'est fait avec gentillesse. Mais justement, ouvrez-la parce que je pense que c'est une fonction qui est absolument cruciale dans l'entreprise, qui l'a toujours été et qui aujourd'hui, pour moi, est un rôle des plus importants. C'est-à-dire que de toute façon, ce qui fait qu'une boîte a de la valeur, ça reste ses people. Tu enlèves les people, t'as beau avoir tes brevets, tes produits, voilà, il y aura quand même des limites à l'exercice. Et de toute façon, on sait très bien que l'enjeu de demain, c'est faire en sorte qu'on ait aussi des équipes pour faire tourner nos boîtes. Voilà. Quand on est DG, à un moment, notre problématique, c'est certes rentrer des clients, développer notre business, mais comment on s'assure que derrière ces clients-là, du coup, ils soient accompagnés avec la qualité qu'on souhaite. Et donc les DRH, oui, moi j'en suis convaincue, ils ont un rôle qui va continuer de progresser, un rôle éminemment stratégique, à la fois sur prévoir et anticiper les besoins en termes de compétences des équipes sur les années à venir, avec toutes les mutations de travail, etc. Mais ils et elles ont un rôle justement essentiel aussi pour porter et développer des formes de culture qui peuvent du coup faire la différence. Je pense que vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, moi, ce que je veux défendre, c'est la qualité des interactions. Et cette qualité des interactions, elle est intrinsèquement liée à la culture de l'entreprise. D'accord, donc le métier de DRH est avant tout un métier d'humain et d'émotion. Aussi. Évidemment que ce n'est pas juste un métier sur lequel on fait des évaluations de la masse salariale, sur lequel on fait des projections de comment est-ce qu'on va faire les chiffres en donnant peut-être pas toutes les augmentes, etc. C'est pas du tout ça. Je veux dire, le vrai métier, et d'ailleurs certaines entreprises, du coup, l'ont très bien compris. Une boîte, par exemple, que j'ai accompagnée, comme Château Forme, la personne qui a le job de DRH, elle est directrice des richesses humaines. C'est intéressant. Certains pourraient se marrer. Moi, j'ai trouvé ça admirable, tu vois, parce qu'à un moment, la chose, elle est dite. Et chaque mot, on le sait en tant que communicante, compte. Et à un ressources moment, versus richesse, quoi. Voilà, des richesses humaines. Et quand tu vois justement la qualité de service qui est délivrée par cette entreprise auprès de ses clients finaux, et là je te parle business, pur business, c'est pas un hasard. C'est que derrière, tu as toute la culture de la boîte qui favorise du coup l'excellence qui ensuite est rendue au client. L'objectif du coup général avec lequel tu rentres, c'est de réussir à créer cette relation de confiance partagée. D'accord ? Moi, je vais rester à côté et donc je serai là pour te rappeler si à un moment dans les différentes étapes et paramètres, c'est pas. Moi, je serai là. Ok. Mais ce qui fera que ça fonctionne, c'est ta capacité à être absolument dans le moment présent et très clair sur ce que tu attends, ce que tu lui proposes. Je t'invite, si tu en es d'accord, à reprendre ta place et à faire preuve justement de cette autorité juste et saine qui, je te rappelle, a totalement sa place dans la relation, qui est cadrant pour elle. Il y a une question pour nous, en tout cas il y a une thématique qu'on a envie d'aborder avec toutes les femmes qu'on interviewe, c'est cette notion de transmission, de transmission aux nouvelles générations, même si tu n'aimes pas forcément parler de ce thème, on est face à une génération qui a aussi besoin de recevoir des messages qui les construisent. Quel message tu as envie de leur transmettre ? Alors, quand on lit tes tribunes ou quand on interagit avec toi, tu parles beaucoup d'écoute, tu parles aussi de temps, de temporalité. Je trouve cette notion extrêmement intéressante par rapport à ce qu'on vit tous aujourd'hui et plus particulièrement cette nouvelle génération. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Écoute, moi en tout cas ce que j'ai envie de défendre, c'est que ce qu'on apprend quand on travaille avec les chevaux, c'est qu'on revient, tu l'as vu, tu le verras du coup dans cette matinée, on revient sur des choses très, je dirais, simples, presque entre guillemets basiques des relations humaines. Et si tu veux, à vouloir tellement sophistiquer les choses et avec cette course effrénée pour la vitesse, aller toujours plus vite, etc., moi je pense que par moment, on en oublie de vivre, tout simplement.
Et là, le moment qu'on est en train de passer ensemble, c'est un moment qui peut compter, tu vois, dans nos vies à chacune. Bien sûr. Toi aussi, ça marche. Tu fais partie de l'histoire. Et effectivement, ce que je défends, c'est qu'il est grand temps qu'on reprenne le temps, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, cette course effrénée, elle n'est pas bénéfique tout le temps. Quand tu travailles avec un cheval, ils vont t'obliger à être dans l'instant présent. Et pardonnez-moi l'expression, mais punaise, qu'est-ce que c'est bon d'être dans l'instant présent, en fait. Moi, j'ai passé ma vie dans ma carrière en agence et d'ailleurs j'étais aussi reconnue pour ça, à suranticiper, à surprogrammer. Tu bossais avec moi, c'était ceinture bretelle, donc il n'y avait pas de problème, tu avais la vision, tu vois, à 15 coups. Pour autant, est-ce que j'étais vraiment dans l'instant ? Non, pas totalement. Et effectivement, ce que j'ai envie de soutenir, c'est de dire, voilà, prêtons attention au moment qu'on est en train de vivre, soyons pleinement dans l'échange. Et pourquoi ? Je reboucle aussi avec ma notion de performance, parce que je suis portée vraiment par ces deux-là. C'est qu'en fait, c'est cette qualité d'attention, cette qualité d'écoute, cette capacité à être pleinement dans l'instant qui fait qu'à un moment, tu vas être meilleur et tu seras plus performant sur le court, moyen et long terme. D'accord. Donc là où on pense gagner du temps à se grouiller justement d'intégrer une personne très très vite, parce qu'en fait, tu comprends, il y a un appel d'offres à rendre et à un moment, en fait, on n'a pas trop le temps. Non, en fait, si. Prends ce temps. Et tu verras qu'au final, ton pari sera bien, bien plus gagnant. Et ce discours, quand tu le tiens à des grands managers qui sont tous obsédés par l'idée de performance, il est entendu ou ils ne le comprennent que si ils ont justement eu aussi le temps, entre guillemets, d'appréhender ces notions dont tu parles. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, quand on travaille tous les jours au quotidien avec nos clients ou même en entreprise, la notion de rapidité, de réactivité, de performance, de résultat, prime parfois sur cette notion de prendre son temps, ou en tout cas cette notion effectivement de peut-être de décélérer un petit peu. Mais c'est décélérer pour aller encore plus vite. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils pensent qu'en réduisant par moment la cadence, tu vas arriver à ta gare moins vite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu prendre son élan un peu aussi. C'est pas forcément prendre son élan, qu'à un moment de créer des conditions qui soient favorables à ce que, justement, entre guillemets, ta monture, du coup, aille encore plus loin, tu vois. Quand tu mets ces managers, ces dirigeants, quelles que soient les typologies d'entreprises ou de personnes, quand tu les mets face à un cheval, de toute façon, s'ils veulent réussir à développer une relation de confiance avec, ils n'ont pas le choix, tu vois. Et en fait, la vérité, c'est que je pense que ça leur fait un bien fou. Parce qu'en fait, eux-mêmes, à la base, ils ont crève d'envie, tu vois. C'est juste que comme nous tous, on a été formés, d'abord dans des écoles, aller vite, tu vois, la performance à tout prix, blablabla. Et moi, je suis encore une fois très orientée performance. Enfin, tu vois, mais par contre, on nous a appris, je dirais, un seul mode opératoire, tu vois, pour atteindre cette performance. Alors qu'en fait, si tu décides de replacer la notion de confiance au sein des interactions que tu vas avoir avec les gens, à un moment, tu verras que naturellement, tu vas avoir plus d'autonomie, tu vas avoir plus d'agilité, tu vas avoir plus de motivation. Et quand tu mets tout ça bout à bout, le résultat, c'est quoi ? C'est plus de performance. Si de mon côté, je suis pas, on va dire, dans cette coolitude, en fait, ça détériore, on va dire, la relation, en fait, tout simplement. Ok, donc c'est un super enseignement. Quand tu as commencé à monter en émotion, en appréhension, que la peur a commencé à prendre sa place, tu n'as eu aucun problème à le dire, tu l'as dit, et en fait, c'est ce qui, entre guillemets, t'a sauvé, parce qu'en fait, c'est ce qui a permis, en rediscutant toutes les deux, de refaire descendre immédiatement la chose. Donc, exactement. Quand on dit accueillir ses émotions et ne pas chercher à les vaincre, c'est exactement ça. Oh, alors Louloute, pardon, alors Bichette. Ok, c'est bon pour toi ? Yes. Merci. Merci beaucoup Suzanne. Il y a quand même une notion que j'aimerais qu'on développe un petit peu avant de conclure. C'est cette notion de troupeau versus de meute. Et cette notion de proie ou de prédateur dont tu parles et qui est une très belle métaphore, je trouve en tout cas, de la manière dont on peut vivre l'entreprise, voire même vivre la société. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Et je crois qu'on a quelques enseignements à prendre, notamment de Rosie, et de la manière dont elle a l'air d'interagir avec son troupeau, en l'occurrence.
Oui, alors effectivement, du coup, ce distinguo qu'on fait du coup dans l'analyse justement des interactions sociales entre un troupeau, en l'occurrence de cheval, et du coup une meute de loup, ça nous amène en fait à pouvoir observer déjà d'une part quelle est l'organisation, la structure sociale de ces deux typologies, de ces deux groupes. Ouais. Dans l'un, les chevaux, tu vas avoir du coup ce qui va prévaloir, ça va être la notion de coopération. Un cheval vit systématiquement en troupeau parce que justement pour lui, ça fait partie de sa capacité à pouvoir se protéger du prédateur. Okay. Prédateur qui est ce fameux loup qui lui vit en meute avec une approche beaucoup plus, complètement pyramidale. Ouais. À la tête, on a le mâle alpha qui va du coup imposer entre guillemets sa loi. Et quand tu es loup, en gros, tu vas passer ta vie à vouloir piquer la place de celui qui est au-dessus et en même temps, du coup, un peu serrer les fesses pour que celui d'en dessous ne pique pas la tienne. Et donc, la résultante, c'est que dans le cadre de la meute de loups, tu vas avoir un confort individuel, tu doutes bien, forcément vachement léger, ouais. On va dire. Une harmonie collective aussi, du coup, relative, je dirais. Et là, ce qui prévaut, c'est la logique de dominant-dominé. Chez les chevaux, la logique, c'est la coopération. On a un confort individuel qui est super intéressant parce que chaque acteur, chaque membre du troupeau va être reconnu pour les talents qui sont les siens. Ouais. On parle de leadership tournant, tu vois, quand on parle du coup de l'organisation des chevaux, et qui veut dire qu'à un moment, dans un groupe, une personne, et toute personne du coup peut être reconnue pour certaines compétences. Et en fait, moi ce que je dis toujours, c'est que quand nous on a de la chance, on est humain, et cette chance-là, elle résulte en quelque chose de très simple, c'est qu'on est capable de décider. Tu peux, toi, dès maintenant, décider de te comporter, soit comme un loup, soit comme un cheval. C'est toi qui décides. Et effectivement, en fait, c'est ce que je trouve hyper enthousiasmant aussi. Tu me parlais de ce qui me donne du coup espoir pour la suite. Je trouve que c'est ça aussi. C'est qu'en fait, on nous a beaucoup inculqué le mode prédateur dans nos modes managériaux. Ouais. Et moi j'ai envie de dire, et si du coup le prochain siècle, tu vois, on l'imaginait en prenant justement le regard d'un cheval et en développant du coup une approche qui est une approche beaucoup plus coopérative. Merci beaucoup Suzanne. Déjà merci pour cette interaction. On a hâte de voir finalement en vrai comment se passe cet équi-coaching et surtout on est très inspiré par cette idée de réfléchir nos modalités de travail, de réfléchir nos interactions humaines. Il y a quelque chose qui est extrêmement inspirant, c'est de se dire que l'humain et le sensible sont aussi source de performance et je pense que ça va tous nous laisser à réfléchir et peut-être à revoir nos modes de travail. On va bien évidemment indiquer comment te contacter si nous demain, et moi Charlotte, peut-être que j'ai envie de former mon équipe avec toi. Et on dit merci à Rosie qui a passé un bon moment avec nous. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup Suzanne. Merci Charlotte.